Bienvenue dans l'émission L'Histoire bascule. Nous sommes en avril 1520, quelque part dans les mers glacées de l'extrême Atlantique Sud. 5 vaisseaux battant pavillon espagnol longent lentement la côte argentine, fouillant chaque baie et chaque estuaire. De tout l'équipage, le but secret de l'expédition n'est connu que d'un seul homme, l'amiral Fernand de Magellan. Imaginez l'Europe du XVe siècle après Jésus-Christ. Poivre, safran, girofle, camphre, myrrhe et oliban, cannelle et muscade sont des denrées luxueuses à l'usage médicinal, cosmétique, culinaire ou religieux. Ces plantes ne poussent pas sous les froides latitudes européennes et doivent depuis toujours être importées de l'autre bout du monde. Lorsqu'elles atteignent le sol européen, après être passées entre les mains d'une myriade d'intermédiaires commerciaux, les épices ont atteint un prix vertigineux. Les Européens voudraient bien remonter la chaîne commerciale des épices afin de se les procurer eux-mêmes, mais les musulmans interdisent la traversée de la mer Rouge aux marchands chrétiens. Or, les progrès techniques maritimes de l'Occident donnent espoir aux princes chrétiens de réaliser enfin l'un de leurs plus vieux rêves, contourner le monopole commercial musulman afin de commercer directement avec les îles des épices. Enfin, en 1498, le Portugais Vasco da Gama réalise l'exploit de contourner la pointe de l'Afrique, atteindre les célèbres îles et revenir à Lisbonne avec une pleine cargaison de poivre. Cependant, en 1492, le navigateur vénitien Christophe Colomb, qui cherchait une route vers les Indes par l'ouest, a découvert le continent américain au nom de la couronne d'Espagne. Au début du XVIe siècle, les nations européennes s'engagent dans une course à l'exploration, au commerce et à la conquête. En 1512, Fernand de Magellan, un gentilhomme portugais qui a courageusement servi sa patrie comme soldat et marin aux Indes pendant 7 ans, rentre à Lisbonne. Il obtient une audience auprès du roi du Portugal Manuel Ier et lui demande une nouvelle mission, ce que le roi refuse. Cependant, le monarque l'affranchit de toute obligation à son égard, ce qui autorise Magellan à offrir ses services à un souverain étranger. Magellan s'informe des dernières expéditions maritimes, consulte dans les archives privées du roi les cartes côtières les plus récentes du Brésil et rencontre un astronome et cartographe renommé, Rui Faleiro. Bientôt, Magellan acquiert la certitude que le passage vers les îles des épices par l'ouest existe, au sud du Brésil. Il a interrogé de nombreux pilotes portugais et, d'après une carte de Martin de Bohême, ancien cartographe du roi du Portugal, il conclut que le passage se trouve près du 40e degré de latitude. Puisque son propre souverain ne veut pas de lui, Magellan offre ses services au royaume rival du Portugal, l'Espagne. En 1517, Magellan obtient une audience auprès du roi Charles Quint et lui présente son projet. Selon les calculs de son ami cartographe Rui Faleiro, les îles Moluques, bien que déjà découvertes par les Portugais, relèvent de la souveraineté de l'Espagne en vertu du traité de Tordesillas. Ainsi, le précieux commerce des épices doit profiter à l'Espagne et non au Portugal. Enfin, Magellan annonce qu'il détient de sources sûres et précises le secret du passage vers l'ouest, le passage que l'Espagne cherche depuis 25 ans, le passage qui permettra à l'Espagne de devenir le royaume le plus puissant du monde. Bien entendu, Magellan ne dévoile pas l'endroit exact du passage, car il doit rester un secret d'État. Mais son assurance et sa science impressionnent. Le 22 mars 1518, Charles Quint signe avec Magellan le contrat définitif de l'expédition. Magellan est nommé capitaine général d'une flotte de 5 navires et futur gouverneur de toutes les terres qu'il découvrira. Le roi s'engage pour 10 ans à n'autoriser aucune autre expédition
sur la route déclarée par Magellan. Le 20 septembre 1519, les 5 vaisseaux de la flotte quittent enfin la rade de Séville. Le plus grand navire est le San Antonio, sous les ordres du capitaine espagnol Juan de Cartagena. Magellan prend le commandement du Trinidad. Viennent ensuite le Concepción aux ordres de Gaspar Quesada, le Victoria de Luis de Mendoza, et enfin le petit mais rapide Santiago du portugais João Serrao. L'expédition comprend 265 hommes et une cargaison calibrée pour un voyage de 2 ans. Lorsque la flotte appareille aux îles Canaries, Magellan reçoit un message l'avertissant d'une conspiration secrète entre les capitaines espagnols afin de lui refuser obéissance en chemin. Le 13 décembre 1519, 11 semaines après leur départ, les 5 navires atteignent la baie de Rio de Janeiro. Si les informations rapportées par la carte de Martin de Bohême et les navigateurs portugais sont exactes, le passage doit se trouver au 40e degré de latitude, tout proche. Le 10 janvier, la flotte dépasse une colline qui est aujourd'hui Montevideo, derrière laquelle s'étend sous les yeux des marins un golfe immense qui mène vers l'ouest, en direction des îles Moluques. Ce doit être là le fameux passage que tant de marins ont cherché avant eux. Magellan jubile. Malheureusement, les navires partis en reconnaissance annoncent que le canal recherché n'est qu'un fleuve, aujourd'hui le Rio de la Plata. Ainsi, Magellan constate que toutes ces informations sont erronées. Et peut-être pour la première fois depuis qu'il a entrepris son odyssée, il doute. Néanmoins, l'amiral ordonne de reprendre la marche vers le sud. Ce sud inconnu est chaque jour plus froid. Si on ne trouve pas le passage, il faudra choisir entre jeter l'ancre pour passer l'hiver ou faire demi-tour pour retrouver un climat tempéré. La moindre baie de la côte est explorée longuement. Le 24 février, les guetteurs signalent à nouveau un immense golfe, qui est le golfe de San Matías. Mais c'est un nouvel échec. Puis 2 autres golfes sont fouillés en vain. Chaque jour, les marins affrontent la neige, la grêle et la tempête. Où sont les riantes îles des épices ? L'hiver est arrivé. 6 mois ont passé depuis le départ de Séville. L'équipage maugré, et les capitaines observent Magellan. Si l'amiral savait où était le passage, pourquoi sonderait-il la moindre ouverture de la côte ? Magellan reste muet et continue à ignorer les capitaines. Le 31 mars 1520, l'hiver est déjà bien avancé et la flotte se trouve au 49e degré de latitude. Or, l'amiral ordonne de jeter l'ancre dans un golfe glacial mais poissonneux, nommé San Julián, afin d'y attendre le printemps pour repartir. Sachant qu'il reste à la flotte de longs mois de voyage, Magellan ordonne de diminuer la ration quotidienne de vin et de biscuits, ce qui excite le mécontentement de l'équipage. Dans la nuit du 1er au 2 avril, alors que les 5 vaisseaux s'assoupissent dans l'obscurité de la baie de San Julián, un canot accoste le plus grand navire, le San Antonio. Silencieusement, 30 hommes armés en sortent et se dirigent vers la cabine du capitaine portugais Álvaro de Mesquita. Ils arrêtent le capitaine, l'enchaînent et distribuent librement les provisions aux marins afin de gagner leur complicité. Le navire le plus puissant de la flotte vient d'échapper à l'autorité de Magellan, qui ne contrôle plus que 2 navires, les 3 autres étant aux mains des capitaines espagnols. Au matin, ils envoient à l'amiral une lettre intitulée « Supplique », dans laquelle ils lui demandent humblement de se conformer aux ordonnances données par le souverain et de cesser de les maltraiter. La revendication des capitaines est juste. En 8 mois de voyage, Magellan n'a pas trouvé le passage vers les Moluques. Charles Quint avait placé 3 navires sur 5 sous l'autorité de capitaines espagnols,
et leur avait donné le devoir de veiller à la sécurité de la flotte, que l'amiral met en péril dans une région glaciale et inconnue. Il s'est permis de destituer un capitaine nommé par le roi, et de confier 2 navires à des capitaines portugais en violation de l'ordonnance royale. Tout ce que demandent à présent les 3 capitaines espagnols, c'est que Magellan leur révèle ses intentions et les implique dans les prochaines décisions de l'expédition. Mais Magellan ne peut pas justifier son action par l'existence d'un éventuel passage vers les Moluques, dont il ignore l'emplacement, sinon l'existence. Or, le coup de force audacieux des capitaines espagnols l'oblige à trancher en position de faiblesse. Doit-il leur avouer son secret ? Deux enjeux s'entremêlent. D'une part, la sauvegarde de l'autorité de l'amiral, d'autre part, la réussite de l'expédition. Face à l'attitude humble des capitaines, qui ne le menacent pas et ne remettent pas en cause l'autorité qu'il a reçue de l'empereur, Magellan peut céder. S'il leur expliquait son projet contrarié, ainsi que la situation réelle de la flotte, s'en serait fini des soupçons qui minent l'expédition depuis si longtemps. En collaborant loyalement et ouvertement, les capitaines pourraient convenir avec l'amiral de la meilleure issue. Ou bien poursuivre l'expédition vers les îles des Épices au péril de la flotte dans des mers inconnues, ou bien faire demi-tour, retourner sains et saufs en Espagne, forts d'avoir exploré plus loin qu'aucun Européen avant eux, et revenir mieux équipés pour trouver le passage. Cependant, si Magellan transigeait avec les capitaines, il devrait reconnaître ses torts dans la conduite de son expédition, avouer s'être fondé sur des informations erronées et admettre son impuissance à trouver le passage. S'il transige maintenant avec les capitaines, il risque le déshonneur et la destitution. Si Magellan refuse la première option, il lui reste le recours à la force. C'est l'option la plus risquée, car il est en position de faiblesse. Les 3 vaisseaux adverses lui barrent le passage du Golfe et sont mieux armés que les 2 navires qui lui restent. Ils ont agi par surprise et sans résistance à la faveur de la nuit, tandis qu'à présent, en plein jour, le moindre mouvement du vaisseau amiral est épié et tous les canons sont chargés. Si Magellan engageait le combat, il encourrait très probablement sa propre destruction. En outre, dans ce lieu inconnu à 12 000 km de l'Europe, chaque homme compte pour le succès de l'expédition. Donc la moindre perte humaine serait très grave. Enfin, à quoi servirait l'usage de la violence si c'était pour ne pas trouver le fameux passage et devoir rentrer en Espagne accusé par la double culpabilité d'avoir échoué et versé le sang de ses hommes? Dans le golfe glacial où les vaisseaux se font face, Magellan tranche. Il ne cédera pas. Afin de poursuivre son odyssée, il ne choisit ni la conciliation, ni le combat, mais la ruse. L'amiral détache une chaloupe de 5 hommes vers le plus petit des navires adverses, afin de remettre une lettre au capitaine rebelle Luis de Mendoza. Les 5 hommes grimpent à bord et tendent la missive au capitaine. Il ouvre la lettre, la parcourt des yeux, et au moment où son visage se fend d'un sourire ironique, un poignard lui traverse la gorge. En quelques instants, le navire est repassé sous le contrôle de l'amiral. À 3 vaisseaux contre 2, Magellan a remporté la partie.
l'amiral ordonne un châtiment exemplaire contre les 2 capitaines rebelles restants. Le premier est décapité, le second abandonné sur la côte. La flotte ne fera pas demi-tour, elle est condamnée à réussir. Il faut encore 7 mois à la flotte pour trouver le passage au 52e degré de latitude. Le Santiago a été brisé par une tempête et le San Antonio déserte avec la meilleure part des provisions afin de rentrer en Espagne. Pendant plus de 4 mois, les 3 vaisseaux restants traversent le Pacifique tandis que le scorbut et la famine déciment l'équipage. En mars 1521, la flotte atteint enfin les Philippines. Afin d'asseoir l'autorité de la couronne d'Espagne, Magellan s'implique dans les rivalités indigènes et il périt lors d'une escarmouche. Seuls 18 survivants achèveront le tour du monde sur le navire le plus petit, près de 3 ans après avoir quitté Séville. Pourtant, les quelques tonnes d'épices qu'il rapporte suffisent à rembourser l'expédition. Par ce matin d'avril 1520, Fernand de Magellan décida de briser la résistance de ses adversaires afin de poursuivre son voyage coûte que coûte. Ce voyage lui coûta la vie, tandis que sa famille mourut en son absence. Sa réputation fut salie par les mutins revenus en Espagne. Les îles qu'il découvrit furent vendues par Charles Quint au Portugal. Le détroit auquel il donna son nom fut réputé si dangereux que nul marin ne s'y risqua après lui, et l'ouverture du canal de Panama en 1913 acheva d'en anéantir l'intérêt commercial. À bien des égards, l'expédition de Magellan est un échec, et pourtant, il a trouvé un passage vers la postérité. Et vous ? Comment auriez-vous réagi face au coup de force des capitaines ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, malgré mon accent espagnol pitoyable. N'hésitez pas à me laisser un message à l'adresse en description, à vous abonner et à partager la chaîne autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode où l'histoire bascule.